J'ai offert à ma fille la magnifique maison que mon défunt mari et moi avions bâtie. La maison qui avait abrité 40 années de notre amour. Mais lorsque son rire a résonné depuis mon salon, moi, Evelyne Dumont, j'ai été exilée dans mon propre garage glacial. Ce que mon gendre, Marc, ignorait, c'est que j'étais sur le point d'appeler quelqu'un qui pouvait anéantir tout son monde. La porte du garage s'est ouverte dans un grincement plaintif, crachant une bouffée d'air glacial de Mars qui m'a mordu la peau. J'ai tâtonné pour l'interrupteur, éclairant ma chambre. Un lit de camp coincé entre des cartons poussiéreux et une tondeuse rouillée. C'était ma récompense. À seulement 15 mètres de là, ma belle maison brillait. Le rire de Marc flottait dans la nuit. J'étais Evelyne Dumont, 68 ans, exilée dans mon propre garage, tandis que l'homme qui avait promis de prendre soin de ma fille recevait des invités dans mon salon. « Tu es la bienvenue, maman », avait proposé Chloé, évitant mon regard. Mais Marc pense que ce serait embarrassant. Ses collègues, tu sais, je n'avais jamais prévu de vivre avec ma fille et mon gendre. Après le décès d'Armand il y a 5 ans, je chérissais notre maison familiale, une vaste demeure bourgeoise que nous avions construite nous-mêmes. Elle incarnait 40 ans d'amour, de travail acharné et mon sens secret des affaires derrière Dumont Bâtiment. Chaque détail, du coin lecture secret aux boiseries sur mesure, contenait notre histoire. Chloé, notre unique enfant, était son monde. Son dernier souhait était sa sécurité. Alors, quand Marc Dubois, le fiancé de Chloé, a laissé entendre qu'il vivrait dans notre maison, j'ai percé à jour sa manipulation. Mais le chagrin a brouillé mon jugement. J'avais toujours eu des réserves concernant Marc. Son charme était trop poli. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Armand, éternel optimiste, a balayé mes inquiétudes. Pourtant, le cabinet de sa famille, Dubois & Associés, semblait impeccable. J'ai promis à Armand que je m'assurerais que Chloé ait tout. 3 mois après les funérailles, j'ai remis l'acte de propriété à Chloé, croyant que mon sacrifice répondait à son souhait. Sa joie a scellé le tout. Ce que personne ne savait, pas même Béatrice, ma plus proche amie, c'est que la maison n'était pas mon seul actif. Armand et moi avions diversifié judicieusement. Un chalet isolé dans les Vosges, des comptes à l'étranger, des participations discrètes. Après la mort d'Armand, j'ai discrètement vendu Dumont Bâtiment pour une somme qui ferait écarquiller les yeux de Marc. J'ai gardé ces détails pour moi. Une femme intelligente a toujours un plan de secours, clignait souvent Armand. C'était un secret que nous partagions, une forteresse contre l'imprévu. La dynamique de la maison a subtilement changé. Marc a réorganisé la cuisine, déplaçant ma vaisselle de famille hors de portée. Chloé s'est excusée, suggérant que j'évite l'entrée principale quand ils avaient tant des invités. Les collègues de Marc, une question d'image, murmurait-elle. Ma valeur diminuant, mon expertise ignorée. J'avais dirigé une entreprise de plusieurs millions d'euros. Mais maintenant j'étais incompatible avec leur façade impeccable. Puis vinrent les rénovations. Sans consultation, Marc a embauché des entrepreneurs pour démolir la suite parentale, notre chambre à Armand et à moi. Des placards sur mesure, faits de la main d'Armand, arrachés. Mettre au goût du jour pour coller à leur mode de vie, a expliqué le chef de projet. J'ai confronté Chloé. Il voulait me faire une surprise, a-t-elle soupiré, évitant mon regard. La maison a besoin d'une touche moderne. Coincée, pensais-je, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. Le coin lecture d'Armand, disparu. Les carreaux peints à la main, remplacés. Chaque changement effaçait un morceau de lui, et avec lui, un morceau de moi. Béatrice l'a vu. « Evelyne, ce n'est pas juste, c'est ta maison. » Mais j'avais cédé mes droits. Que pouvais-je faire sans compliquer davantage les choses avec Chloé?
Le coup de grâce. 6 mois après le transfert de propriété, je suis revenue de chez ma sœur pour trouver mes affaires déménagées dans le garage séparé. Une conversion hâtive, un lit de camp, un chauffage d'appoint, un minuscule évier et des toilettes. Chloé m'a accueillie. La culpabilité mêlée à la défiance. Les parents de Marc restent 1 mois. Ils ont besoin de la chambre d'amis. 1 mois? En novembre? Là-dedans? J'ai fixé l'espace maigre. Où étais-je dans cette planification? Chloé a détourné les yeux. Marc a pensé qu'il serait plus simple de présenter la solution. Quelle délicatesse! Avais-je réussi à penser, le cœur battant à tout rompre? Cette nuit-là, sur le lit de camp grinçant, le rire de Chloé résonnant, j'ai fait face à la vérité. Elle ne me défendrait pas. L'emprise de Marc était plus forte. J'étais absolument seule. Les semaines se sont étirées en mois. Les invités de Marc se relayaient dans mon ancienne suite. L'hiver s'est approfondi. Mon chauffage d'appoint menait une bataille perdue d'avance contre le froid. Une toux persistante est devenue une pneumonie, poussant Béatrice à m'emmener chez le docteur Durand. Un cadre de vie inadapté pour votre âge, Madame Dumont, a-t-il averti. Béatrice m'a ramenée, furieuse. Ça s'arrête aujourd'hui. Je vais dire à ce jeune homme prétentieux ce que j'en pense. Je l'ai arrêté. Non, Béatrice. C'est une affaire entre moi et ma famille. Quelle famille? A-t-elle claqué. Une fille qui laisse sa mère dormir dans un garage? Un gendre qui te traite comme un fardeau? Evelyne, c'est de la maltraitance émotionnelle. Le mot est resté suspendu. Une révélation brutale. Moi, Evelyne Dumont, ancienne PDG, reléguée dans un garage. Comment? Ce soir-là, j'ai frappé à ma propre porte d'entrée, attendant comme une étrangère. Chloé a ouvert, bloquant à moitié la vue sur Marc et des clients à ma table de salle à manger. « Maman, nous sommes en plein dîner. J'ai besoin de vous parler à tous les deux. » Maintenant, ma voix a porté. Les yeux de Chloé ont virevolté nerveusement. Marc est apparu, son sourire parfait, inébranlable. « Evelyne, nous avons des invités. Ça peut attendre. »« Non, » ai-je affirmé, ma voix claire pour le couple curieux. « Je suis Evelyne Dumont. C'était ma maison avant que je ne la donne à ma fille. Maintenant, je dors dans le garage, pendant que mon gendre reçoit ici. Savourez votre dîner. » La femme a haleté. Le sourire de Marc s'est brisé. « Evelyne, ça suffit. Tu mets Chloé dans une situation embarrassante. » Je me suis tournée vers ma fille. « Est-ce que je t'embarrasse, Chloé? Ou est-ce embarrassant que ta mère ait une infection respiratoire à force de dormir dans un garage pendant que tu organises des dîners? » Son visage s'est froissé, puis s'est durci. « Tu dramatises, maman. Le garage est suffisant. Si tu n'es pas contente, envisage d'autres options. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Ma propre fille me disait de partir. « Je vois. » ai-je dit doucement. « Je crois que je vais envisager d'autres options. » Mon cœur se brisait à chaque pas vers le garage. La voix de Marc a suivi. « Ma belle-mère a du mal avec le changement. Les personnes âgées, vous savez. 68 ans. Pas âgée. J'ai bâti un héritage qui lui a donné ce toit. À l'intérieur du garage, j'ai pris ma décision. Le souhait d'Armand était la sécurité de Chloé, pas mon humiliation. Il n'aurait jamais voulu que sa femme soit exilée, sa mémoire effacée, sa fille si transformée. J'ai fait défiler jusqu'au nom de Frédéric Mercier, l'ancien associé d'Armand, mon ami de confiance. Il connaissait tous les actifs de Dumont Bâtiment, ceux qui n'étaient pas sur les registres officiels. Mon doigt a hésité. Cet appel était irréversible. La mère conciliante allait disparaître. Le rire de Marc résonnait depuis la maison. J'ai regardé la photo d'Armand, tenant bébé Chloé. J'ai essayé, Armand. Mais il est temps pour le plan B. J'ai appuyé sur « Appeler ». « Frédéric, j'ai besoin de ton aide.
Il est temps d'exécuter le plan de contingence. Un rire étouffé. Je me demandais quand tu allais appeler. Armand disait toujours que tu attendrais trop longtemps. Qu'est-ce que ton gendre a encore fait? Pendant que je parlais, un poids monumental s'est envolé. Le chemin était clair. Evelyne Dumont en avait fini avec les garages. Il était temps de rappeler à tout le monde qui j'étais et ce qui arrivait à ceux qui me sous-estimaient. Avez-vous déjà senti cette endurance tranquille se briser pour laisser place à un besoin ardent de justice, réalisant que le combat n'est pas seulement pour soi, mais pour la mémoire même de ce que l'on était? Frédéric est arrivé à Boisjoli, sa présence un ancre solide dans mon monde orageux. Nous nous sommes rencontrés au Café des Marronniers, loin des regards indiscrets de Chloé et Marc. Il m'a étreinte, puis m'a tenue à bout de bras, son visage s'assombrissant devant mon apparence amaigrie. Grand Dieu! Evelyne, tu as maigri! Armand se retournerait dans sa tombe. J'ai balayé son inquiétude. Vivre dans un garage, ce n'est pas un spa, Fred. Mais ça ira. Tu n'aurais jamais dû être dans un garage, a-t-il rétorqué, une colère contenue dans la voix. Le doux murmure du café contrastait avec mon tourment. Frédéric a glissé une épaisse enveloppe cartonnée sur la table. Des documents, tout est en ordre. Actes, relevés, papier d'Horizon Participation. Horizon Participation. Notre SARL secrète. Il y a des années, Armand et moi y avions discrètement injecté des propriétés et des investissements, tout remontant à une fiducie que moi seul contrôlais. Chloé et Marc n'en avaient aucune idée. « Le chalet ?» ai-je demandé. Frédéric a souri. « Toujours aussi beau, propriété d'Horizon. Et les actifs liquides ? 42 millions d'euros, auxquels toi seul peux accéder. » Armand s'en est assuré. J'ai inspiré brusquement, l'espoir montant en flèche. Pourquoi avoir attendu si longtemps, Evelyne? Vivre comme une pauvre, alors que tu vaux des millions. Fierté, obstination, amour pour Chloé. Je voulais donner une chance à Chloé. Je pensais qu'elle se souviendrait de nous. Je ne voulais pas croire qu'elle choisirait Marc plutôt que moi. La main de Frédéric a couvert la mienne. Elle a fait son choix. Maintenant, le tien. Nous avons passé des heures à envisager des options. La maison était à Chloé, inchangeable. Mais tout le reste, les actifs dont Marc ignorait l'existence, étaient à moi. D'abord, a insisté Frédéric, sors de ce garage, tu viens à mon hôtel. J'ai secoué la tête. Pas encore. Si je pars, Marc gagne. Il veut que je m'en aille. Je dois être stratégique. Frédéric a levé un sourcil. Tu as une idée en tête? Oui. Le personnage de Marc était une illusion, bâti sur le cabinet en difficulté de sa famille. Il avait besoin de l'apparence de la richesse pour ses clients. Je veux briser cette illusion. Perturber son image? Le lent sourire de Frédéric s'est étiré. Précisément. Mais d'abord, des informations. Le cabinet de Marc, Dubois & Associés est instable. Ils ont perdu des clients importants. Je dois savoir pourquoi. Je soupçonne qu'il a hérité du talent de son père pour les raccourcis. Frédéric a ricané. Toujours aussi stratège, Evelyne. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu, pensant à Armand. Notre plan a pris forme. Frédéric enquêterait discrètement sur Dubois & Associés. Je maintiendrai mon exil au garage, jouant la belle-mère vaincue, recueillant des informations internes. Cette nuit-là, de retour dans le garage froid, un nouveau feu brûlait. Le jeu avait commencé. Marc n'avait aucune idée qu'il jouait contre une reine cachée. Et tandis que l'obscurité m'enveloppait, le froid s'infiltrant, je me suis demandé s'il comprendrait jamais la force silencieuse d'une mère, sa force cachée, enfin libérée. Le silence du garage m'a engloutie tout entière. Mais le feu de ma résolution brûlait plus fort que n'importe quel chauffage d'appoint. La BMW de Marc était partie. Chloé était seule dans la cuisine, essuyant le plan de travail déjà impeccable. Elle a levé les yeux.
Son expression réservait. « Maman, à propos d'hier soir, a-t-elle commencé, sa voix menue. « C'est bon, ai-je interrompu sur un ton doux. Je comprends que tu aies été mise dans une position difficile. » Un soulagement a envahi son visage, rapidement suivi par la culpabilité. « Le garage n'est vraiment pas convenable, » a-t-elle admis. « J'ai parlé à Marc de la possibilité d'aménager le sous-sol en appartement pour toi. Ce serait plus chaud, c'est délicat. » Ai-je répondu, m'autorisant une toux délibérée. Bien que le docteur Durand ait dit que je devais éviter les espaces humides, Chloé a mordu sa lèvre. Papa s'est assuré que le sous-sol soit sec quand il a construit la maison. Tu te souviens de son système de drainage à la française ? Un sourire sincère a effleuré ses lèvres. Et un instant, j'ai revu ma Chloé. As-tu eu des nouvelles des parents de Marc récemment ? Ai-je demandé, gardant un ton désinvolte. Chloé s'est tendue. Ils sont sur la côte d'Azur. Pourquoi ? Charles a mentionné quelques changements dans le cabinet. Je me demandais juste comment ça se passait. Quel changement ? Sa voix s'est aiguisée d'inquiétude. J'ai haussé les épaules. Restructuration. Rien d'important, j'en suis sûre. Chloé s'est détournée. Marc, qui s'était vanté de l'impliquer dans tout, avait apparemment des limites à leur partenariat. Je me suis levée, feignant la fatigue. Je devrais retourner au garage. Les yeux de Chloé se sont voilés d'inquiétude. « Maman, ça va ? Tu as l'air pâle. » « Juste l'infection. Peut-être une résidence médicalisée ?» a-t-elle suggéré timidement. « Quelque part avec une surveillance médicale adéquate. » J'ai dissimulé un sourire en coin. C'est cher. « Marc connaît une jolie résidence à Bellecombe. » a-t-elle offert. « Propre et bien gérée. Bon marché, pensais-je. Je vais y réfléchir. Bien que je ne sache pas avec quoi je paierai, la maison était mon principal bien et la sécurité sociale couvre à peine mes médicaments. Un mensonge éhonté, bien sûr. Armand et moi avions des économies substantielles et cachées. On pourrait t'aider, a-t-elle offert, sans conviction. Marc et moi. Non, vous débutez à peine. Je ne voudrais pas être un fardeau. Je me suis arrêtée à la porte. Chloé, es-tu heureuse ? La question l'a prise au dépourvu. Bien sûr. Pourquoi cette question ? Tu sembles différente. Moins toi-même. Et plus Solange. La couleur a fui son visage. Chloé avait toujours détesté le perfectionnisme froid de sa belle-mère. C'est ridicule. Je ne lui ressemble en rien. J'espère bien que non. Ai-je dit en ouvrant la porte ? Parce que Solange enverrait sa mère dans une maison de retraite au rabais sans la moindre hésitation. J'ai toujours cru que tu avais plus de ton père en toi que ça. Je l'ai laissé, la bouche légèrement entr'ouverte. C'était un risque calculé. Je devais semer les graines du doute. La Chloé que j'avais élevée était toujours là, enfouie sous l'influence de Marc. De retour au garage, j'ai examiné les documents de Frédéric. Le chalet dans les Vosges, isolé, 3 chambres, sur 2 hectares, était prêt. Horizon Participation, notre entité secrète, en était propriétaire, approvisionné de millions intacts. Armand avait vraiment tout préparé. J'étais la seule gérante, avec pleine autorité. Le plus saisissant était un dossier, Dubois Finance, préliminaire. L'enquête de Frédéric sur le cabinet de Charles Dubois avait commencé. Rien de concret, mais des schémas émergeaient, des plaintes soudainement retirées, des arrangements secrets, d'anciens employés qui refusaient de donner des références. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Frédéric. « Dîner demain. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Ma réponse fut simple. Oui, l'adrénaline a monté. Marc Dubois n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Une fille peut-elle vraiment échapper à l'ombre de ce que son mari a fait d'elle ? Ou certaines transformations sont-elles trop profondes pour être annulées ? Le lendemain soir, j'ai dit à Chloé que je dînais avec Béatrice.
Puis j'ai rencontré Frédéric dans un restaurant chic d'une ville voisine. Il était déjà attablé, sirotant un whisky, un éclat satisfait dans ses vifs yeux bleus. « Tu vas adorer ça », a-t-il dit, un grondement de triomphe dans sa voix, alors que je m'asseyais. J'ai pris contact avec une ancienne employée de Dubois Finance, une jeune conseillère nommée Olivia Kahn. Elle a quitté le cabinet il y a environ 8 mois dans des circonstances mystérieuses. Et elle était prête à parler. Kunmarana, j'ai haussé un sourcil. Pas au début, j'imagine. Précisément. Mais quand j'ai mentionné que je représentais un investisseur potentiel, préoccupé par l'éthique, elle a accepté de me rencontrer. Frédéric a fait glisser son téléphone sur la table, montrant la photo d'une femme d'origine asiatique, d'une 40aine d'années, à l'allure professionnelle. Elle est brillante, Evelyne. Première de sa promo à HEC. Des références impeccables. Dubois l'a recrutée avec insistance, puis l'a mise de côté quand elle a commencé à poser des questions. Des questions sur quoi ? Ai-je incité en me penchant en avant. Les comptes clients, spécifiquement. Des écarts entre les rendements déclarés et la performance réelle. Elle soupçonnait quelqu'un de manipuler les chiffres pour satisfaire les clients, tout en détournant de l'argent des comptes. J'ai eu le sang glacé. Fraude financière, potentiellement. Elle n'a rien pu prouver. Dubois verrouille ses systèmes à double tour, mais elle en a vu assez pour se sentir mal à l'aise. Quand elle a soulevé ses préoccupations auprès de Charles, il l'a écartée. Quand elle est allée voir Marc, il l'a fait licencier le lendemain. L'a-t-elle signalé ? Elle a déposé une plainte auprès de l'autorité des marchés financiers, AMF, mais sans preuve solide. Ils n'ont pas pu donner suite. Elle a été mise sur liste noire par la plupart des cabinets de la région. Dubois s'en est assuré. Elle travaille maintenant comme consultante financière pour de petites entreprises, joignant à peine les deux bouts. J'ai digéré ces informations glaçantes. Une vague de colère a commencé à monter, poussant contre la froideur de la peur dans mon estomac. Serait-elle prête à me rencontrer ? Elle est prudente, mais oui. Je lui ai dit que tu pourrais avoir des ressources susceptibles de l'aider dans son dossier. Elle nous rencontre pour un café demain. Nous avons commandé le dîner. Et j'ai mis Frédéric au courant de ma conversation tendue avec Chloé. Celle où j'avais tenté de semer les graines du doute. Il a hoché la tête d'un air approbateur. Tu crées une fracture entre elle et Marc. Bonne stratégie. J'essaie de lui rappeler qui elle était avant lui. Ai-je corrigé ? Ma fille n'a jamais été cruelle ou matérialiste. Cette version de Chloé était la création de Marc, a affirmé Frédéric. Ou peut-être est-ce ce qu'elle a toujours été. Et tu ne voulais simplement pas le voir. Sa voix était douce, mais ses mots piquaient. Oh, tu ne l'as pas connue, enfant. Elle était gentille, Frédéric. Attentionnée. Armand et moi l'avons élevée à valoriser les gens plutôt que les choses. Les gens changent, Evelyne, parfois pour le pire. Il a déplacé sa nourriture dans son assiette. Mon appétit avait disparu. Pas Chloé, pas complètement. Ai-je insisté, refusant d'y croire. Frédéric n'a pas argumenté, mais son silence en disait long. Nous sommes passés aux questions pratiques. Me trouver un logement convenable, accéder aux fonds dont j'aurais besoin pour exécuter mon plan, établir un calendrier d'action. La chose la plus importante, a-t-il souligné, baissant la voix, est de maintenir l'effet de surprise. Dès que Marc réalisera que tu as des ressources qu'il ignore, il commencera à manœuvrer. Il ne le découvrira pas avant que je sois prête, l'ai-je assuré. Pour l'instant, il me voit comme une vieille femme sans défense qu'il peut forcer à partir. Cette perception est mon plus grand avantage. Après le dîner, Frédéric m'a ramenée à la maison, s'arrêtant un pâté de maison plus loin à ma demande. « Es-tu sûre de ne pas vouloir venir à l'hôtel ? J'ai une suite avec une chambre supplémentaire. Tu y serais à l'aise. » « Pas encore. »
ai-je dit. J'ai besoin de rester ici encore un peu. Fais-moi confiance, Frédéric. Il a soupiré, le son empreint d'une inquiétude qui m'a serré la poitrine. Je te fais confiance. C'est ton gendre qui m'inquiète. Les hommes comme Marc sont dangereux quand ils sont acculés. Je serai prudente. Ai-je promis, puis j'ai regagné le garage dans l'obscurité mordante. Mon esprit tournait à plein régime avec des plans. Si Marc Dubois était impliqué dans une fraude financière, j'avais besoin de preuves. Non seulement pour me protéger, mais pour sauver ma fille d'un homme qui sacrifierait son avenir pour son propre profit. Et peut-être, ce faisant, pourrais-je aider d'autres personnes comme Olivia, d'autres qui avaient été blessées par son avidité prédatrice. Tandis que le froid s'infiltrait de nouveau à travers les murs du garage, je me suis demandé si ce retour silencieux dans l'ombre était ma retraite finale, ou simplement le calme avant la tempête que j'étais sur le point de déchaîner. Le lendemain matin, une note scotchée à la porte du garage m'a secoué. « Maman, on va visiter cette résidence à Bellecombe avec Marc, de retour pour le dîner. » Il cherchait déjà des maisons de retraite, agissant plus vite que je ne l'avais prévu. Je devais accélérer mes propres plans. J'ai passé la matinée sur mon ordinateur portable à rechercher les réglementations financières et les exigences de documentation des conseillers en investissement du Québec. À midi, j'avais une solide compréhension des failles potentielles de Dubois et d'Associés. S'ils manipulaient effectivement les comptes clients. À 13h, j'ai rencontré Frédéric et Olivia Kahn dans un café tranquille à Montréal. Olivia était exactement comme le suggérait sa photo. Élégante, professionnelle, avec une intensité dans ses yeux sombres qui parlait d'une détermination féroce. « Madame Dumont », m'a-t-elle saluée d'une voix posée. « Frédéric m'a expliqué votre situation. Je suis vraiment désolée pour votre fille et votre gendre. S'il vous plaît, appelez-moi Evelyne. Et j'apprécie votre volonté de nous rencontrer. » Nous nous sommes installés dans une banquette au fond du café et Olivia est allée droit au but. Je dois être claire. J'ai des soupçons mais aucune preuve concrète de malversation chez Dubois Finance. Tout ce que j'ai vu pourrait potentiellement être expliqué comme des erreurs administratives ou des stratégies d'investissement agressives, mais légales. Mais vous ne croyez pas que ce soit le cas ? Ai-je incité ? Non, je ne le crois pas. Les schémas étaient trop constants. Des comptes importants affichant des rendements artificiellement gonflés sur papier, alors que les avoirs réels ne correspondaient pas au rapport. Des clients transférés entre conseillers dès qu'ils commençaient à poser des questions détaillées. Et il y avait une liste de clients séparés, protégés par mot de passe, à laquelle seuls Charles et Marc pouvaient accéder. Frédéric s'est penché en avant. « Des clients VIP ?» Olivia a hoché la tête. C'est comme ça qu'il les appelait. Mais ce n'étaient pas nécessairement les clients les plus riches, ni les comptes les plus anciens. Certains étaient relativement nouveaux, avec des portefeuilles modestes. Le dénominateur commun semblait être qu'ils vérifiaient rarement leurs relevés en détail. « Des clients âgés ?» ai-je suggéré, un nœud froid se serrant dans mon estomac. Des gens qui faisaient implicitement confiance à leurs conseillers ? Exactement. Beaucoup étaient ces retraités qui avaient confié toutes leurs économies à Dubois. Plusieurs étaient des veuves. Ses yeux ont rencontré les miens. Une compréhension silencieuse passant entre nous. Des femmes qui avaient récemment perdu leur mari et avaient une expérience financière limitée. Mon estomac s'est noué. C'était un schéma prédateur, ciblant les personnes vulnérables. Si Marc m'avait considéré comme une cible potentielle, avant d'apprendre que j'avais cédé la maison à Chloé, cette pensée me donnait la nausée. « Qu'est-ce que vous espérez trouver exactement, Evelyne ?» a demandé Olivia, son regard inébranlable. « Un levier », ai-je répondu honnêtement. Mon gendre essaie de me forcer à disparaître de la vie de ma fille.
S'il est impliqué dans des malversations financières, je veux le savoir, pour le dénoncer si nécessaire. Ma préférence serait de le convaincre de reculer sans impliquer les autorités. Je ne veux pas voir ma fille blessée par un scandale public. Olivia a réfléchi, une lueur d'empathie dans ses yeux. Je comprends votre position, mais ce ne sont pas seulement des chiffres sur une page. Ce sont les économies de toute une vie, de vraies personnes. Si Dubois Finance escroque des clients, ils méritent d'être arrêtés. Et ils le seront, l'ai-je assuré. D'une manière ou d'une autre. Mais j'ai besoin de preuves d'abord. Pourriez-vous identifier quels clients auraient pu être victimes? Elle a hésité. Je n'ai plus accès à leur système. Et même quand j'y travaillais, la liste VOGIP était restreinte. Mais vous vous souvenez de quelques noms? Quelques-uns, a-t-elle avoué. Il y avait une femme qui m'inquiétait particulièrement. Marguerite Dumas. Elle a investi tout son héritage chez Dubois il y a environ 2 ans. Environ 1,2 million d'euros. Ses relevés trimestriels affichaient des rendements constants de 8 à 10%, ce qui est exceptionnellement élevé pour le portefeuille conservateur qu'elle avait demandé. Mais lorsque j'ai accidentellement accédé à ses avoirs réels lors d'un problème système, les chiffres ne correspondirent pas. J'ai sorti un petit carnet et j'ai noté le nom. Marguerite Dumas. Quelqu'un d'autre? Olivia a donné 3 autres noms, ainsi que ceux dont elle se souvenait de leur compte. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était un début. Il y a autre chose, a-t-elle ajouté, baissant la voix. Un audit interne était prévu environ 1 mois avant mon départ. Procédure standard, généralement de routine. Mais Marc et Charles étaient inhabituellement tendus. Ils nous ont fait travailler tard pendant des semaines, nettoyant les dossiers, comme ils disaient. Après les heures de bureau, quand ils pensèrent que tout le monde était parti, je les ai vus dans le bureau de Charles, avec des piles de documents. Ils déchiquetaient des choses. Frédéric et moi avons échangé un regard. La destruction de documents avant un audit était un signal d'alarme majeur. Savez-vous quel cabinet a mené l'audit? Ai-je demandé. Société Duval. Ils sont les auditeurs de Dubois depuis des années. J'ai toujours trouvé ça étrange. La plupart des cabinets changent régulièrement d'auditeurs pour garantir l'objectivité. Une autre note pour mon carnet. Olivia, seriez-vous prête à témoigner de ces informations? Si cela devenait nécessaire. Elle a pris une profonde inspiration. Si vous trouvez des preuves concrètes de fraude, oui. Mais pas sur de simples soupçons. J'ai déjà été mise sur liste noire dans ce milieu. Je ne peux pas me permettre d'être étiquetée lanceuse d'alerte sans preuve. C'est juste. Ai-je acquiescé? Pour l'instant, gardons cette conversation entre nous, hein? Mais je pourrais avoir besoin de vous recontacter à mesure que cela évoluera. Après le départ d'Olivia Kahn, Frédéric Mercier et moi sommes restés à table, digérant ce que nous avions appris. C'est circonstanciel, a-t-il reconnu, mais convaincant. Si Marc Dubois et son père montent un système de Ponzi ou qu'ils écrèment les comptes, ils se sont mis dans une position vulnérable. Et ils ont fait du mal à des gens au passage. Ai-je ajouté pensant à Marguerite Dumas et aux autres noms sur ma liste. J'ai besoin de voir ces dossiers clients. S'introduire chez Dubois Finance n'est pas une option, Evelyne. Non, mais approcher ses clients pourrait l'être. S'ils sont prêts à partager leurs relevés et les détails de leurs comptes, nous pourrions repérer les écarts qu'Olivia Kahn a mentionnés. C'est risqué. Si Marc Dubois découvre que tu interroges ses clients, il ne va pas. J'ai consulté ma montre. Je devrais rentrer avant que Chloé et Marc Dubois ne reviennent de leur visite de la maison de retraite. Frédéric Mercier a insisté pour me ramener. Toujours mal à l'aise avec mes conditions de vie au garage. Alors que nous nous arrêtions à un pâté de maison de la maison, il m'a tendu une carte clé. Chambre 412, à l'auberge de Bois-Joli. C'est réservé à mon nom pour le mois prochain.
Utilise-la chaque fois que tu as besoin de faire une pause de ce garage. » J'ai glissé la carte dans ma poche. « Merci, Frédéric. Pour tout. Armand serait fier de toi, Evelyne. Tu tiens bon. Tu protèges ce qui compte. » J'ai souri, bien que les larmes me montent aux yeux. Ce qui compte, c'est de remettre les choses en ordre. Pas seulement pour moi, mais pour Chloé aussi. Elle mérite mieux qu'un mari qui s'attaque aux plus faibles. Et si elle ne le voit pas ainsi, si elle le choisit malgré la vérité, c'était la question que j'évitais. Alors au moins, j'aurais essayé. Je dois bien ça à Armand. Je suis retournée au garage, l'esprit en ébullition avec des plans. Si Marc Dubois était impliqué dans une fraude financière, j'avais besoin de preuves irréfutables. Pas seulement pour me protéger, mais pour sauver ma fille d'un homme qui sacrifierait son avenir pour son propre profit. Et peut-être, ce faisant, pourrais-je aider Marguerite Dumas et d'autres comme elle à récupérer ce qui leur revenait de droit. En approchant de la propriété, j'ai remarqué que la voiture de Marc Dubois était déjà dans l'allée. Ils étaient rentrés plus tôt que prévu. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Chloé et Marc Dubois dans ce qui semblait être une discussion animée. Les bras de Chloé étaient croisés défensivement, tandis que Marc Dubois la dominait, le visage crispé de colère. J'ai ralenti le pas, observant. Quoi qu'ils se disputaient, c'était sérieux. Chloé a secoué la tête avec force, puis s'est détournée. Marc Dubois lui a attrapé le bras, la faisant pivoter pour qu'elle lui fasse face. Même à cette distance, je pouvais voir l'éclair de peur sur le visage de ma fille. Mon sang s'est glacé. Dans cet instant terrifiant, les pièces du puzzle se sont assemblées. L'isolement croissant de Chloé. Ses légers reculs quand Marc Dubois bougeait trop vite. La façon prudente dont elle surveillait ses humeurs. Ce n'était pas seulement une question de contrôle ou d'argent. Ma fille avait peur de son mari. J'avais abordé cela comme une bataille d'esprit. Un jeu stratégique pour déjouer Marc Dubois. Mais maintenant, je comprenais. Les enjeux étaient bien plus élevés que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver ma dignité ou de dénoncer des malversations financières. Il s'agissait de sauver ma fille d'un homme qui pourrait être dangereux. Je me suis retirée dans l'ombre de l'abri de jardin, sortant mon téléphone pour envoyer un message à Frédéric Mercier. Besoin d'agir vite. Chloé peut être en danger. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Je reviens. Dans 20 minutes. Ne l'affronte pas. J'ai rangé mon téléphone, le cœur battant. 20 minutes semblaient une éternité avec ma fille qu'à l'intérieur de cette maison. Par la fenêtre, je pouvais voir Marc Dubois gesticuler de colère. Son visage déformé. Chloé s'était reculée contre le comptoir, se faisant toute petite. Je n'avais aucune preuve qu'il l'ait jamais physiquement blessée, mais la violence émotionnelle est souvent le prélude à la violence physique. Je ne pouvais pas attendre Frédéric Mercier. Je devais interrompre ce qui se passait dans cette cuisine. Prenant une profonde inspiration, j'ai redressé mes épaules et marché résolument vers la porte arrière. Evelyne Dumont avait passé assez de temps à se cacher dans des garages. Il était temps de revenir à la lumière et de me lancer dans le combat pour l'avenir de ma fille. Mais ma présence soudaine allait-elle intensifier la rage de Marc Dubois? Ou pouvait-elle être le véritable tournant dont Chloé avait désespérément besoin? J'ai frappé sèchement à la porte arrière, sans attendre d'invitation avant de tourner la poignée. La dispute à l'intérieur s'est arrêtée brusquement quand je suis entrée dans la cuisine. L'expression de Marc Dubois a changé instantanément, la rage se dissolvant en un charme fin. « Evelyne » a-t-il proposé d'une voix suave. Nous discutions justement de la résidence de Bellecombe, chambre privée, personnel médical d'astreinte. Je pense que tu y serais à l'aise. Chloé a rapidement essuyé ses yeux. « Maman, je croyais que tu étais sortie avec Béatrice. Les plans ont changé. » ai-je répondu, faisant face directement à Marc Dubois. « Tout va bien ?» J'entendais des voix s'élever depuis l'allée.
Juste un petit désaccord sur les finances. A balayé Marc Dubois. Rien pour toi à t'inquiéter. Vraiment? Parce que ça semblait plutôt intense d'où j'étais. Le sourire de Marc Dubois s'est figé. Tu nous espionnais, Evelyne. Observant, ai-je corrigé. Tout comme il y a une différence entre un désaccord et ce que je viens de voir. Chloé s'est interposée entre nous, les mains s'agitant nerveusement. Ce n'est rien, maman. Marc Dubois est juste stressé par le travail. L'audit approche. Un audit, comme Olivia Kahn l'avait mentionné. En fait, ai-je dit, me dirigeant vers le réfrigérateur. Je serais ravie d'aider si vous préparez un audit. J'ai géré les comptes de Dumont Bâtiment pendant 30 ans. Les chiffres sont un peu ma spécialité. Marc Dubois a ri. Un rire creux et condescendant. C'est très gentil, Evelyne. Mais Dubois & Associés est d'une complexité bien supérieure. Nous avons des experts comptables certifiés pour ce genre de choses. J'ai sorti de la soupe, gardant une expression neutre. Bien sûr, je ne faisais qu'offrir. Quoi qu'Armand et moi ayons géré une entreprise de plusieurs millions d'euros, répartie sur 3 provinces. Pas aussi provinciale que vous pourriez le penser. Chloé a jeté un coup d'œil à Marc Dubois. Une étincelle de défi dans ses yeux. L'entreprise de papa a eu beaucoup de succès, Marc. Ils ont construit la moitié des propriétés commerciales de la région. Et pourtant, ils l'ont vendue. Au lieu de l'étendre, a-il répondu. Un manque de vision, peut-être. Si seulement ils connaissaient notre timing stratégique. Des priorités différentes, ai-je dit doucement. Armand privilégiait la famille, à la construction d'un empire. Marc Dubois a consulté sa montre, feignant l'impatience. En parlant de priorité, j'ai des appels à passer. Chloé, nous continuerons notre discussion plus tard. Une menace subtile et indubitable. Les épaules de Chloé se sont tendues quand il a quitté la pièce. Elle a expiré en tremblant. « Maman, tu ne devrais pas le contrarier. Il est sous beaucoup de pression. J'ai choisi mes mots avec soin. Quel genre de pression exactement ?» Chloé s'est affairée au comptoir. Juste des choses du travail. Marché volatile. Client nerveux. C'est pour ça que vous vous disputiez ? Pour des préoccupations de clients ? Sa main s'est immobilisée. Pas exactement. Elle a baissé la voix. Je tente un coup d'œil au bureau de Marc Dubois. Il veut utiliser la maison comme garantie pour un prêt commercial. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise. Ma maison, la maison qu'Armand avait construite, sa sécurité. Maintenant, un pari. Pourquoi a-t-il besoin d'un prêt ? Ai-je demandé, retenant ma colère. Un besoin de liquidité à court terme, pour couvrir les retraits en attendant que les investissements arrivent à maturité. Elle a hésité. Mais c'est beaucoup d'argent, maman, et la maison serait la seule garantie. Des signaux d'alarme, un classique système de Ponzi. De combien d'argent parlons-nous ? Chloé s'est mordu la lèvre. 2 millions. J'ai failli laisser tomber ma soupe. 2 millions, Chloé ? Ce n'est pas des liquidités. C'est une catastrophe. Tu perdrais la maison. Marc Dubois dit que c'est sûr. Les investissements arrivent à maturité le trimestre prochain. C'est temporaire. As-tu vu des documents concernant ces investissements ? Ai-je insisté ? Confirmation qu'ils existent et qu'ils arriveront à maturité. Bien sûr qu'ils existent, a-t-elle claqué sur la défensive. Marc Dubois ne mentirait pas. Je ne dis pas qu'il le ferait. Ai-je menti ? Mais c'est un risque important. Vérifie les détails. La diligence raisonnable de base. La loyauté de Chloé a vacillé. Marc Dubois gère les finances. Il sait ce qu'il fait. Alors il ne devrait avoir aucun problème à te montrer les papiers. Demande des précisions. La porte s'est ouverte. Marc Dubois est réapparu. Son sourire tendu. Tout va bien ici ? Chloé s'est redressée. Son doute dissimulé. Bien, ma maman mangeait de la soupe. Merveilleux. Son regard a balayé vers moi. J'ai parlé avec la résidence des Charmilles.
Ouverture la semaine prochaine pour ta mère. Salle de bain privée, dans notre budget. Cela me semble terriblement précipité. Ai-je commenté. Je ne l'ai pas visité. Ils organiseront une visite demain. Les places se remplissent vite. Donc nous avons besoin d'un acompte. Il s'est tourné vers Chloé. Je leur ai dit que nous apporterions un chèque le matin. Chloé a semblé incertaine. Ne devrions-nous pas en discuter avec maman d'abord? Regarder plus d'options? Le sourire de Marc Dubois n'a pas flanché. Mais ses yeux étaient en froid. Nous en avons visité 3, ma chérie. Et étant donné la santé de ta mère, le garage n'est pas adapté. À moins que tu ne préfères qu'elle emménage à nouveau dans la suite d'amis. La question était lourde de sens. Chloé a eu l'air désolée. L'acompte a du sens. On peut le récupérer, n'est-ce pas? Bien sûr, l'a assuré Marc Dubois, un mensonge que j'ai instantanément décelé. Je me suis levée, reprenant ma dignité. J'apprécie ton souci, Marc Dubois, mais je ne suis pas prête. J'aimerais explorer mes options. Son expression s'est durcie. Les options demandent des ressources, Evelyne. Des ressources que tu n'as pas. Chloé et moi sommes généreux. Mais notre patience et nos finances ont des limites. La sonnette a retenti. Marc Dubois a froncé les sourcils. « Attendons-nous quelqu'un? J'y vais, » a dit Chloé soulagée. Un instant plus tard, la voix tonitruante de Frédéric Mercier a résonné depuis l'entrée. « La voilà, Chloé ma chère. Tu ressembles de plus en plus à ta mère chaque jour. » J'ai réprimé un sourire. Frédéric Mercier était arrivé, pile à l'heure. Alors que Frédéric Mercier entrait dans la cuisine, sa performance joviale, contrastant fortement avec la tension sous-jacente, je me suis demandé si cette arrivée inattendue allait vraiment perturber les plans minutieusement élaborés de Marc Dubois, ou simplement préparer le terrain pour une pièce encore plus désespérée. Frédéric Mercier, en plein mode performance, a tonné dans la cuisine. « La voilà! Chloé, ma chère, tu ressembles de plus en plus à ta mère chaque jour. » Il m'a étreinte, puis Marc Dubois, une poignée à la fois joviale et ferme. La confusion de Marc Dubois était évidente. Il ne se souvenait manifestement pas de Frédéric Mercier. « Monsieur Mercier, l'ancien associé d'Armand, » a-t-il marmonné, essayant de le situer. « Content de te revoir, fiston. Toujours à faire tourner le monde de la finance ?» Le bras de Frédéric Mercier s'est posé sur l'épaule de Marc Dubois. « Je suis en ville. Je devais passer voir Evelyne. » Le malaise de Marc Dubois s'est accentué. « Pas du tout, bien que nous étions en pleine discussion familiale. À propos de mes arrangements de vie, ai-je précisé, croisant le regard de Marc Dubois. Il pense que je devrais déménager dans une résidence médicalisée. » La performance de Frédéric Mercier a vacillé, une indignation sincère perçant. « Une résidence médicalisée? À ton âge, Evelyne? Tu es plus vibrante que la moitié des sexagénaires que je connais. Maman a été malade, » a interjecté Chloé. « Le garage n'est pas isolé. » « Le garage ?» Frédéric Mercier a interrompu, horrifié. « Tu vis dans le garage, Evelyne? Ça ne va pas du tout. » Il s'est tourné vers Marc Dubois, sa voix se durcissant. « Sûrement un homme de tes moyens peut trouver de meilleures solutions d'hébergement pour sa belle-mère. » Armand Dumont serait consterné. Marc Dubois a frémi. Nous avons proposé des alternatives. Evelyne a été résistante. Résistante à être expédiée dans une maison de retraite, peut-être? Frédéric Mercier a rétorqué. Et un appartement? Ou aménager une partie de cette immense maison? Pas financièrement viable pour le moment, a répliqué sèchement Marc Dubois, regardant autour de la cuisine luxueusement rénovée. Vraiment? Les yeux de Frédéric Mercier pétillèrent. Pardonnez l'impertinence d'un vieil homme, mais vous semblez vous en sortir plutôt bien. Des placards sur mesure, des appareils haut de gamme. Armand serait impressionné par les améliorations. L'expression de Marc Dubois s'est assombrie.
Notre situation financière est privée. Et franchement, ça ne vous regarde pas. Absolument raison, a dit Frédéric Mercier, faisant mine de se rendre. Juste inquiet pour Evelyne. Elle est comme de la famille. Chloé, toujours la pacificatrice, est intervenue. Nous sommes inquiets aussi. C'est pour ça que nous regardons les résidences médicalisées. Frédéric Mercier m'a regardé. Une réelle inquiétude sur son visage. Des problèmes de santé, Evelyne? Tu n'as pas mentionné de préoccupations sérieuses. Infection respiratoire, ai-je expliqué, à cause des conditions du garage. La mâchoire de Frédéric Mercier s'est crispée. Il a sorti une carte de visite. Evelyne, pourquoi ne pas dîner avec moi demain? On pourra se rattraper comme il faut. Il s'est tourné vers Marc Dubois et Chloé. Vous êtes les bienvenus aussi, bien sûr. Marc Dubois a ouvert la bouche pour refuser. Mais Chloé a parlé la première. Ce serait charmant, monsieur Mercier. À quelle heure? À 7 heures. Le restaurant de l'hôtel est très bon. Parfait. Nous serons là. Après le départ de Frédéric Mercier, Marc Dubois s'est tourné vers Chloé. Pourquoi as-tu accepté cette invitation? Nous avons le gala de charité demain soir. Ce n'est qu'à 9 heures. On peut faire les deux. D'ailleurs, monsieur Mercier est un vieil ami de papa. La mâchoire de Marc Dubois s'est crispée. Ton ami semble très préoccupé. Peut-être aimerait-il contribuer à tes frais de soins, puisqu'il trouve nos solutions si inadéquates? Ces mots étaient à la fois insultants et révélateurs. Frédéric Mercier est juste poli. Il a sa propre famille. Pratique, a ricané Marc Dubois. Tout le monde a des opinions, mais personne n'offre d'aide concrète. Je n'ai pas besoin d'aide, ai-je répondu calmement. J'ai besoin de respect. Mon nom était sur l'acte de propriété du garage où vous m'avez relégué. J'ai construit cette maison avec Armand. J'ai le droit d'être traité avec dignité. Ton nom était sur l'acte, a corrigé Marc Dubois, sa voix sèche. Tu l'as cédé. Légalement, cette propriété appartient à Chloé maintenant. Marc Dubois, arrête, a plaidé Chloé. Est-ce qu'elle l'est, Chloé? A défié Marc Dubois. Parce qu'elle semble avoir oublié que son geste généreux est venu avec des limitations pratiques. Nous ne pouvons pas nous permettre d'entretenir cette maison et de financer un appartement séparé pour elle. La résidence médicalisée est le compromis raisonnable. Je me suis assise, mon bol de soupe oublié. Je crois que je vais retourner à mes quartiers du garage maintenant. Merci pour la soupe, Miss Chloé. Maman, attends, a commencé Chloé, mais Marc Dubois l'a coupée. Laisse-la partir. Elle a besoin de temps pour considérer l'option Bellecombe rationnellement. Je suis sortie la tête haute, refusant à Marc Dubois la satisfaction de me voir bouleversée. De retour au garage, j'ai envoyé un SMS à Frédéric Mercier. Merci pour l'interruption. Les choses sont pires que je ne le pensais. Sa réponse a été immédiate. D'accord. Cet homme est un serpent. Le dîner de demain est fixé. J'ai aussi pris contact avec Marguerite Dumas. Elle a accepté de nous rencontrer le surlendemain. Progrès. Si Marguerite Dumas pouvait fournir ses relevés, nous pourrions avoir les preuves nécessaires. Mais d'abord, une autre nuit dans le garage. Et le dîner de demain. Un dîner qui pourrait tout changer. Ce dîner soigneusement orchestré révélera-t-il les secrets que Marc Dubois cache désespérément? Ou sa ruse s'avérera-t-elle trop forte même pour notre allié inattendu? Le matin après notre dîner, la façade confiante de Marc Dubois s'est effondrée. Frédéric Mercier et moi avions dévoilé ses tromperies, liant son cabinet à une vaste entreprise criminelle. Le monde de Chloé s'est visiblement brisé, chancelant sous les vérités choquantes de sa fraude et de ses intentions cruelles pour ma vie. Sa douleur à vif a confirmé le lourd prix de son réveil. Elle a cherché refuge à l'hôtel de Frédéric Mercier. Moi, poussant l'enquête, j'ai utilisé les preuves d'Armand et le témoignage d'Olivia Kahn. Le FBI, qui surveillait déjà Dubois et associés, a agi rapidement. Des mois plus tard,
La salle d'audience bourdonnait. Marc Dubois, toujours manipulateur, a blâmé son père. Mais la trace écrite, les témoins et la vérité indéniable de ses crimes ont mené à un seul résultat. Les mots du président du jury ont résonné. Chaque verdict de coupable, un coup de marteau, démantelant son empire. Il a été emmené, son monde en ruine. Dehors, sous le ciel du Québec, j'ai respiré profondément. 18 mois en protection des témoins m'ont transformé. Pourtant, ici, chez moi, Evelyne Dumont est revenue. Chloé, transformée, s'est précipitée dans mes bras. Ses yeux contenaient une force nouvelle. Nous avons affronté la tempête, survécu à la trahison et en sommes sortis entières. Nous avons démoli le garage, a dit Chloé me tirant vers la maison. À sa place, une nouvelle fondation était prête. Mon propre espace privé, relié par une passerelle couverte. L'indépendance avec la proximité. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Des larmes ont brouillé ma vue. C'est parfait, ma chérie. La maison, l'héritage d'Armand, était de nouveau la nôtre. L'acte de propriété à nos deux noms. Partenaires égales, plus de déséquilibre. Justice rendue, héritage retrouvé. Armand aurait été fier. J'étais Evelyne Dumont, 69 ans. Veuve, mère, bâtisseuse. J'ai survécu à l'abandon, à l'exposition et à une bataille pour ma dignité. J'en suis sortie plus forte, plus sage, triomphante. Avez-vous déjà trouvé la force de reconstruire votre monde après qu'il est en brisé et de vraiment reprendre votre pouvoir? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte. Et si cela vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits de résilience.